Ce matin, on va aller dans le cœur de la pratique, de l'approche de Dudjom Lempa sur le développement de Shamatha. Donc tout ce qu'on avait fait jusqu'à maintenant, et donc c'était des préliminaires à cette pratique. On a essayé de développer des compétences fondamentales pour être en bonne position pour réussir cette pratique. Par exemple, la méditation sur le souffle. Le but de cela, cette approche, c'est de calmer le corps, le détendre et de calmer l'esprit pour faire en sorte que les apparences, le flot turbulent des apparences mentales soit un peu calmé jusqu'à un moment donné où vous pouvez travailler avec les apparences individuelles. Ensuite, on est passé à l'approche Dzogchen de l'attention, où le but c'était de développer cette compétence d'observer la différence entre les mobilités et le mouvement, et de voir simplement le mouvement du souffle. Et hier, on est entré dans la pratique de la conscience de la conscience. Et donc c'est vraiment préliminaire à cette pratique, cette présentation de Dudjom Lempa. Parce que c'est très utile d'avoir une référence de tranquillité, et donc qui vous permet d'observer les mouvements qui sont très distrayants, toutes ces apparences complexes qui apparaissent dans votre esprit, pour que vous puissiez obtenir l'union de l'immobilité du mouvement. Il faut d'abord obtenir cette immobilité ou cette tranquillité pour permettre d'observer ensuite le mouvement et d'avoir les deux ensemble ensuite. Donc là, on est bien préparé pour entrer dans la pratique en tant que telle et on va y plonger. La pratique enseignée par Dudjom Lempa, c'est prendre les aspects de l'esprit comme une voie, ou ailleurs il dit prendre l'esprit impur comme une voie. Donc là aussi c'est le shamatha focalisé sur la conceptualisation, toutes les apparences qui surviennent dans l'esprit configuré. C'est la façon dont Dudjom Lempa décrit cela. C'est ce que vous avez dans sur les the four modes of mindfulness. Yes, oui. Vous avez le tableau avec les 4 modes de l'attention. Thank you. Et donc ce sera très utile pour vous de l'utiliser. Et donc ce sera, aujourd'hui, on va développer le premier mode de l'attention, qui est l'attention focalisée. Et donc là encore, on essaie de voir ce que Dudjom Lempa a à dire à cela. C'est tout en haut de ce tableau. Selon les enseignements, il y a 4 types de conscience de la nature essentielle du chemin. La première consiste à distinguer entre la tranquillité, l'immobilité et le mouvement, et par la force de la familiarisation avec leurs différentes apparences, il y a une attention focalisée sur l'unification des deux. Et encore, à chaque fois que je lis cela, c'est très inspirant pour moi, parce que c'est l'ensemble de la pratique jusqu'à maintenant qui vous amène d'être un néophyte entier jusqu'au 8e niveau de shamatha. Et donc vous développez la focalisation avec simplement ces 2 compétences fondamentales.
Vous savez sur quoi vous vous concentrez. Connaître la différence entre la tranquillité de votre conscience et le mouvement des apparences. Connaître la différence. Et ensuite, vous avez une expérience unifiée de l'immobilité et du mouvement. Et donc, vous pouvez voir que même si c'est si simple dans cette instruction, ça ne peut pas être facile parce que ça mène si loin sur la voie de la concentration en un point. Et donc, puis tout en demeurant sans les observer énergiquement comme précédemment, et donc jusqu'à maintenant on a dit qu'il y avait un certain effort au début qui était impliqué, on essaie de maintenir cette attention, donc on a une forme d'effort, pas dans le fait de produire le mouvement, il n'y a pas d'effort pour cela, ça vient tout seul. Mais l'effort va être utilisé dans le but d'obtenir la tranquillité de la conscience et donc pour voir le lien qu'il y a avec le mouvement. Dès que la conscience illumine le mouvement des apparences mentales, typiquement ce qui arrive, c'est que l'espace de l'esprit se réduit à la taille de cette apparence mentale. Et donc c'est une expérience émotionnelle. Donc c'est comme des mémoires émotionnelles, etc., qui surviennent. Donc c'est juste une apparence mentale qui advient dans la vivacité de l'esprit, au sein de cette expérience spacieuse et illimitée de l'esprit. Votre conscience se réduit à la taille de l'apparence qui survient. Et donc ça devient l'attention qui s'engage avec un objet mental. Et la tranquillité de votre conscience est mise en mouvement. Et donc vous vagabondez avec cette expérience émotionnelle. Et ça amène tout un train d'associations conceptuelles, de souvenirs, de pensées, etc. Et d'afflictions mentales qui surviennent. Et donc le but, le défi et l'effort impliqué dès le départ, c'est de maintenir la tranquillité de la conscience. Et comme je l'ai mentionné hier, il y a un continuum, il y a une échelle de valeur ou un barème depuis la tranquillité jusqu'au mouvement. Je ne devrais pas le mettre comme ça, mais je devrais dire la tranquillité ici et l'intérêt dans les apparences mentales ici. Et l'engagement avec ces apparences mentales de ce côté. Et donc, sur ce côté de l'échelle du barème, on a la conscience de la conscience, où il n'y a pas du tout d'intérêt dans les apparences mentales, et on fait de notre mieux pour remarquer les apparences dès qu'elles apparaissent, de telle sorte qu'elles ne se forment pas totalement. Et donc, ce sera similaire à la méditation sur le souffle, où nous prenons les apparences mentales qui surviennent comme étant des distractions. Et donc on a une préférence, une intention qui dit qu'on ne devrait pas avoir d'apparence mentale. Et ici, c'est la conscience de ce côté de l'échelle. Et là, à la fin du continuum, vous avez un engagement intense avec les apparences mentales qui surviennent. Et donc c'est ce qui sera ici. C'est là où on va utiliser la pratique de Vipassana, parce que on est vraiment engagé dans les apparences au point où on examine leur nature, on examine leur nature ultime. Et donc il y a quelque chose au milieu là de cette échelle de valeur. C'est là où on va essayer de pratiquer shamatha. Et donc on n'a pas d'intérêt pour les apparences. On a un intérêt pour les apparences mentales, mais pas au point où on va examiner leur nature ultime. On a juste l'intérêt suffisant par rapport à ces apparences mentales, dans le sens où on va les observer
les regarder. L'attitude qu'on devrait avoir par rapport à ces apparences, à ce moment de l'échelle des valeurs, c'est ce que Dzogchen Limpa dit, c'est comme un berger qui observe son troupeau de yaks à distance. Et donc, il n'est pas engagé dans le sens où il observe ses yaks, ou à chaque fois qu'un yak baisse la tête pour prendre une touffe d'herbe, où il applaudirait en disant « Ah, je suis content que mon yak va suffisamment être gras ». Ou qu'à chaque fois il lève la queue, qu'il va le dire « Oh, regardons ce qu'il va faire ». Attention. Donc, c'est juste observer d'une manière où on va regarder le troupeau général, ou s'il y a des prédateurs qui viendraient, par exemple, ou s'il y a un petit yak, un bébé yak qui s'éloignerait. Et donc, s'il doit faire quelque chose pour rassembler le troupeau. Et donc, on a suffisamment d'intérêt, mais pas au point d'avoir un examen rapproché de ces apparences individuelles. Et donc, c'est un défi, parce que ce ne sont pas que des yaks que nous observons. Ce sont nos souvenirs les plus chéris et les plus chers. Ce sont nos afflictions les plus puissantes qui surviennent. Et donc, pourquoi les gens dans notre culture contemporaine prennent tellement de stimulation, de stimulants. Et donc, on peut voir que la psychologie moderne décrit cela comme étant un syndrome, un syndrome psychologique nouveau qui essaie de gérer l'anxiété dans notre culture contemporaine. Et fondamentalement, on essaie de se traiter soi-même avec des stimulations, au point où on se tient toujours occupé, toujours distrait, dans le sens où on doit toujours, on est pleinement dans les émotions négatives qui surviennent, et quand on voit les gens faire autour de nous, parfois, ils pourraient se trouver dans une situation inconfortable, ou une forme de désenchantement, une déception, on a loupé son train, on a loupé son avion. Et donc, immédiatement, ils vont prendre le téléphone et ils vont commencer à jouer pour se distraire. J'ai vu ça de nombreuses fois à l'aéroport, où les gens attendent, ils font la queue, et il semble que le système tout entier se soit effondré. Et donc, ce qu'ils vont faire, c'est simplement distraire leur esprit. Et naturellement, on arrive en retraite, il n'y a pas de stimulation, il n'y a pas de conversation de ce matin à se souvenir, pas de nouvelles pour s'indigner. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, on a essayé de voir le contenu de notre esprit. Et donc, une fois qu'on a certaines charges émotionnelles, une certaine puissance dans ces charges émotionnelles, au moins au début, ça ne va pas être qu'un fragment d'un souvenir, d'un stylo que vous avez vu quand vous deviez remplir un papier de douane, etc., par exemple. Et après, lors de la pratique de shamatha, ça pourrait survenir, ce souvenir. Juste un fragment de souvenir comme cela. Mais au début, quand notre esprit a encore pas mal de turbulences, les turbulences vont être des souvenirs, des imaginations, des pensées qui ont une charge émotionnelle puissante pour nous. Et ce qu'on doit vraiment faire, pourquoi est-ce que ça nous perturbe tellement? Avec qui dois-je me réconcilier à nouveau? Avec qui je dois à nouveau tout raconter, tout cela, ma retraite, etc. Faire des plans.
tout ce qui est le plus important et le plus attirant va remplir notre esprit. Et donc ça va être difficile de maintenir une conscience tranquille qui va observer cela comme un yak qui sortirait de cela, parce que nous on dit que en fait c'est ça qui est nous, c'est notre identité, tous ces souvenirs etc. C'est pas comme avec les yaks. Et donc parce que tout ça c'est si puissant pour nous. Et c'est moi, c'est comme ça que je suis, c'est pourquoi je suis si spécial par rapport à tout le monde. Ce sont mes émotions, mes souvenirs, et que personne d'autre n'a. C'est ce qui me fait moi. Et donc c'est vraiment un défi, c'est très difficile de ne pas se confondre, de ne pas s'identifier avec ces apparences, mais simplement les observer qui naissent, demeurent et se dissolvent. Et donc on va revenir à ce que dit Mahasiddha Maitripa. Il dit qu'il y a 3 types, page 11, 3 types de shamatha, de calme mental. La première, c'est le calme mental qui dépend des signes. Et donc les signes, ce sont des soutiens, des supports de méditation externes vers lesquels vous dirigez votre attention. Donc les signes sont basiquement utilisés pour développer une attention stable. Et ensuite, il y a le calme mental qui s'installe dans la non-conceptualisation. Focalisé sur la conceptualisation. Et le troisième, le calme mental qui s'installe dans la non-conceptualisation. Et donc ça, c'est le shamatha sans signe, la conscience de la conscience. Et les pratiques que nous allons faire cet après-midi, qui va être fusionner l'esprit avec l'espace. Et donc il n'y a pas d'objet, il n'y a que la conscience. Et cette pratique des 4 types d'attention, le second, c'est emploie le shamatha qui est focalisé sur la conceptualisation. C'est ce que dit Maitripa ici. Quelles que soient les pensées vertueuses et non vertueuses qui surviennent, observez simplement, non conceptuellement, leur nature. Et donc, c'est tellement important, tellement précis, ça vous ne l'avez pas dans le texte, c'est tellement précis. Et donc, essayez de revenir à chaque fois, tout ce qu'on a fait ici, c'est comme cela. Et ça a un grand impact en moi, bien sûr. Mais ce sont des mots des grands maîtres du Mahamudra et du Dzogchen. Et donc ces mots vont continuellement avoir un sens différent pour vous au fur et à mesure que vous allez commencer à avoir une expérience, une référence de pratique, ce envers quoi vous vous référez. Votre expérience va prendre forme au fur et à mesure du sens de ces mots. Là, pour l'instant, vous avez une expérience. Pour vous connecter vers ces mots, et votre expérience va changer continuellement au moment où, à chaque fois, vous allez commencer la pratique. Et donc, le point important ici, c'est cette description extrêmement essentielle. Quelles que soient les pensées vertueuses ou non vertueuses. Donc ça, oui, c'est dans la page 11 au milieu, point 5.2. Quelles que soient les pensées vertueuses et non vertueuses qui surgissent, observez constamment la façon non conceptuelle de leur nature. Dans le Dzogchen, ce n'est pas comme dans la psychologie positive ou des pratiques du Sutrayana, où vous devez cultiver certaines pensées et vous préféreriez avoir des pensées vertueuses. Et donc que vos pensées soient continuellement bodhicitta et que chaque pensée que vous ayez toute la journée, ce soit pour orienter vers les autres, des pensées vertueuses. Et donc ici, dans ce contexte, ce n'est pas le même contexte, ce n'est pas là-dessus que vous allez développer shamatha. C'est que tout ce qui est vertueux ou non vertueux comme pensée, vous n'allez pas sélectionner, vous n'allez pas préférer les pensées vertueuses ou non vertueuses. C'est un grand défi.
Parce qu'instinctivement, nous préférons les pensées agréables ou heureuses plutôt que les pensées malheureuses. Et donc le point tout entier de la pratique du Dharma, c'est que nous n'ayons rien d'autre que des pensées heureuses toute la journée et pour le reste de notre vie. Et à ce moment-là, on se dit qu'on aura réussi le Dharma, la pratique du Dharma, mais ici ce n'est pas le même contexte. On parlera un petit peu plus de ce que veut dire pourquoi, mais la même saveur, la saveur unique, avoir des pensées plaisantes ou déplaisantes, quand vous voyez la vacuité de leur nature, cela vous force à réaliser, et cela vous permet de réaliser qu'elles sont d'une même saveur, elles ont la même nature, les pensées heureuses et malheureuses, ou vertueuses et non vertueuses, elles ont la même nature, elles sont également impures, elles sont également pures d'existence inhérente. Et donc les pensées pures, les pensées vertueuses et non vertueuses, il y a dans leur pensée, dans leur nature ultime, dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de faire un choix entre le nirvana et le samsara de ce point de vue-là. Donc là, bien sûr, c'est assez déroutant. Donc, quelles que soient les pensées vertueuses et non vertueuses qui surgissent, observez constamment et de façon non conceptuelle leur nature. Au milieu de la page 11. Donc, quelques préférences qu'on ait vis-à-vis d'un type de conscience. Et donc, steadily, ça veut dire constamment ou avec tranquillité, on pourrait dire. Constamment, ça veut dire plutôt avec tranquillité. Et donc, c'est au-delà de la conception, en fait, cette conscience. Et cela vous permet, dès le départ, d'entrer dans Vipassana. Dans le sens, vous observez leur nature à ces pensées. Et donc on va le laisser ici pour l'instant, mais ce sera ce que nous allons commencer demain déjà. Nous serons introduits à la fusion de Shamatha et Vipassana, et donc c'est toute la méthode du Chögyampa qui devient extrêmement appréciable et élégante, et c'est son génie et brillant. Parce que Vipassana et Shamatha deviennent mêlés, interconnectés, et c'est ce que dit ici Mahasiddha Mitripa. Vous êtes tranquillement et de manière non conceptuelle en train d'observer ces expériences mentales extrêmement puissantes que nous identifions comme étant nous, et nous observons leur nature. On parlera de leur nature quand on parlera de la pratique de Vipassana, mais c'est une pratique ici de Shamatha. Il continue. Un autre élément ici qui est intéressant, c'est non conceptuellement, on observe non conceptuellement. C'est ce que dit Gyatso Rinpoche. Il dit cela semble paradoxal, mais c'est possible de demeurer dans cette non-conception et d'observer l'opération de l'esprit conceptuel. C'est exactement ce que nous faisons quand nous demeurons dans le haut du tableau, dans la conscience substrat, en observant toute l'activité de l'esprit configuré, de l'extérieur de cet esprit configuré. Bien sûr, vous pouvez faire cela si votre perspective peut glisser de la conscience primordiale tout en haut tout en bas, vers la réification, où vous êtes tout simplement piégé par les illusions, les apparences, en croyant que ces apparences sont existantes de matière véritable ou inhérente. Et donc ça, c'est cette échelle de valeur qui va de la réification jusqu'à la mentation, etc., jusqu'au substrat, etc. Et donc votre vue de la réalité va être révélée par cette perspective, ce point de vue qui va changer. La réalité semble différente de chacun de ces points de vue sur cette échelle de valeur, de perception. Et donc ce qu'on fait, on essaie de faire, c'est de voir l'esprit
et toute l'activité de l'esprit, non pas de l'intérieur de cet esprit turbulent, mais de l'extérieur, du au-dessus, de la même façon qu'un berger observe ses yaks. Les yaks, ça va être les activités de l'esprit configurées, l'alimentation, les consciences mentales, et on les observe de l'extérieur de cet esprit-là, du point de vue de la conscience substrat. Et donc, pour cela, Siddhartha Tripa continue. Ce faisant, toutes ces apparences, vertueuses, non vertueuses, les pensées, etc., sont calmées dans la non-saisie. La conscience surgit de façon vive, claire et vide, sans objet à saisir. Et elle est maintenue dans la nature de l'autolibération, dans laquelle elle se reconnaît elle-même. Donc ici, encore, ce qui est génial, c'est qu'il décrit ce qu'on appelle ici la pratique de shamatha. Mais clairement, et ce dont il parle, ce qu'il décrit, surtout dans les dernières lignes, c'est la pratique de vipassana qui tranche à travers, qui permet de trancher à travers vers la conscience primordiale où elle s'observe elle-même. Et donc c'est la puissance de cette approche de shamatha. Alors que vous êtes en train de faire une pratique de shamatha, vous pouvez commencer à avoir une réalisation très puissante et des aperçus, non seulement de la nature des apparences, mais qui vous apparaissent. Mais vous commencez à avoir des réalisations spontanées de la nature, de la conscience qui perçoit ces apparences. Et donc en faisant tout cela dans la pratique de shamatha. Et il continue. Encore une fois, dirigez l'esprit vers toute pensée qui surgit, sans acceptation ni rejet. Vous reconnaîtrez votre propre nature. Là encore, c'est la pratique de shamatha avec la saveur de vipassana qui peut mener vers ces réalisations spontanées que vous êtes sur le bord de trancher à travers vers la conscience primordiale. Tout cela en faisant la pratique de shamatha. Et donc, alors que vous êtes en train de vous diriger sur cette voie de shamatha, vous utilisez cette approche. Alors, quand vous véritablement obtenez shamatha, le plus grand travail a été effectué et tout le reste s'ensuit de manière rapide. Karma Chakme dit dans la voie spacieuse vers la libération, quand vous avez à parachever shamatha, toutes les réalisations s'en suivent comme les dominos, d'une manière très rapide. Par exemple, la perception directe de la vacuité, qui est le Graal pour de nombreux pratiquants. Et donc, ça peut être un mois ou une semaine après la pratique de shamatha. Et donc, de nombreux commentateurs, et en incluant Asanga et Jetsankapa, sans shamatha, ils disent que sans shamatha, les réalisations que vous avez, la perception, la vision supérieure de la vacuité, ça ne va être qu'une approximation, parce que la véritable expérience de la vacuité nécessite la souplesse physique et mentale de shamatha. Sans cela, ça va rester, même si c'est une réalisation extrêmement élevée, sans shamatha, elle demeure conceptuelle. Et donc c'est une approximation. Et donc c'est une partie de la raison par laquelle développer shamatha, tout d'abord, au sein de n'importe quel système est important, mais dans ce système, c'est extrêmement rapide. C'est la voie rapide. Donc la pratique commence en distinguant la tranquillité du mouvement
Vous devez d'abord voir la différence. Donc les pratiques hier vous ont certainement montré ce qu'était la tranquillité. Et vous pouvez continuer à expérimenter cette tranquillité, cette immobilité où ça va être de plus en plus profond. Donc au fur et à mesure que vous usez votre coussin. Et donc ce qui va devenir évident pour vous, c'est que l'expérience du mouvement est extrêmement différente de la tranquillité ou de l'immobilité. Et donc tout ce que vous pouvez expérimenter ici, c'est d'abord de reconnaître que votre conscience comme étant spacieuse. Et donc on fera cette pratique cet après-midi, le fait de fusionner l'esprit avec l'espace qui vous permet d'étendre votre conscience dans l'espace. Et donc elle est illimitée, n'a pas de centre ni périphérie, ni forme, ni couleur, ni contour. Elle est coextensive avec l'espace. La conscience ne survient pas dans l'espace, elle est coextensive avec l'espace. Elle a la même étendue, la même dimension que l'espace, il n'y a pas de limite. Et donc vous pourriez demeurer dans cela, dans cette immobilité de l'espace, et donc les mouvements surviennent au sein de cet espace, et donc de la même façon qu'un oiseau va traverser le ciel et ne change rien au ciel. Les apparences mentales, les mouvements vont survenir dans cet espace sans changer l'espace lui-même. Cela ne met pas cet espace immobile en mouvement. Et donc c'est ce qu'on va essayer de maintenir. Tout d'abord, vous devez avoir ce sens de l'étendue de la conscience. Et vous reconnaissez les mouvements qui surviennent au sein de l'espace de cette conscience. Et donc, l'instruction quintessentielle pour obtenir cette étendue de la conscience, c'est de n'être pas distrait par les apparences objectives et de ne pas s'identifier avec les apparences subjectives. Ce sont deux types différents d'apparences qui vont survenir dans l'esprit. Et donc les apparences objectives vont être toutes les pensées, les rêves, les souvenirs, les imaginations, toutes ces choses qui semblent apparaître à la conscience. Il semble que quand je demeure dans un état d'esprit dualiste, il semble qu'il y a le sujet là et l'objet là, là-bas, et que même si ces apparences de mon esprit, elles apparaissent comme si ces pensées, ces souvenirs, etc., d'une certaine manière, étaient autres que la conscience elle-même, et qu'elles apparaissent à la conscience. Et donc, avec ces apparences objectives, la clé, c'est de n'être pas distrait par elles. La distraction, ça veut dire que la conscience tranquille se réduit, s'effondre à la taille des apparences, des expériences émotionnelles, les souvenirs, etc. Et donc parce qu'elle a perdu tout son contexte général, parce qu'il n'y a que cette apparence qui est générée, il semble que ce ne soit que ça, la réalité, que ce souvenir, cette pensée, etc., qui mène à l'errance ou au vagabondage, c'est comme rêver. Et donc la clé, c'est d'obtenir la tranquillité. Et pour obtenir la tranquillité, c'est de ne pas être distrait. De la même façon que le Mahasiddha Maitreya dit, quelles que soient les pensées vertueuses ou non vertueuses, vous les voyez avec la non-conception dans la conscience spacieuse et étendue. Et donc, il y a une autolibération. Si vous êtes capable de les voir sans les saisir, eh bien, vous n'avez pas besoin de faire grand-chose par rapport à elles.
c'est une réalisation extrêmement puissante et extrêmement importante, parce que les pensées qui sont générées, qui sont des problèmes, parce que nous avons tous des peurs, nous avons tous des souvenirs de honte, etc., des pensées extrêmement perturbantes. Et quand elles surviennent, on préférerait qu'elles ne soient pas là. On souhaiterait que ces souvenirs douloureux ne reviennent plus jamais. Et pour moi, est-ce que ce ne serait pas la guérison? J'ai oublié tout ça. Mais ce n'est pas. Parce que quoi que soit la pensée qui survienne, vous devez juste la laisser être. Et ce que vous réalisez à ce moment-là, c'est que si vous ne la saisissez pas, elle se libère d'elle-même. Et la saisie, le fait de la repousser, d'y résister, c'est ce qui l'entretient en fait. Et donc, si vous arrivez à l'expulser maintenant, elle reviendra demain ou après-demain. Et donc, il faut la façon de se libérer de ces pensées perturbatrices, c'est de les laisser être, vous les laissez survenir, et vous ne préférez même pas qu'elles ne soient pas là. Vous ne préférez pas non plus qu'elles ne se montrent plus jamais. Vous les laissez simplement elles telles qu'elles sont. Et quand vous faites cela, ces souvenirs effrayants pour lesquels vous avez résisté, vous avez une résistance envers lesquels pendant si longtemps, là vous les observez tout simplement avec curiosité. Et vous remarquez qu'elles souhaitent, qu'elles ont une durée de vie très temporaire. Elles surviennent, elles demeurent un certain temps, elles se dissolvent à nouveau dans l'espace de l'esprit. Et il n'y a rien d'autre à faire pour elles. Vous n'avez pas besoin de les libérer. Elles se libèrent d'elles-mêmes. Elles sont fondées sur sur leur nature. Et donc la nature de ces apparences, ce que vous découvrez de la façon que Mahasiddha Maitreya dit, quand vous demeurez à les observer, ces apparences, vous découvrez leur nature. Un élément que vous allez découvrir, c'est qu'elles sont impermanentes. Elles ont une durée de vie extrêmement brève. Comme dit sa sainteté le Dalai Lama, l'esprit conceptuel ne se soutient pas de lui-même. Toutes ces apparences sont l'esprit conceptuel et ne se soutient pas de lui-même. Et donc, il faut simplement essayer de voir qu'elles essaient de se soutenir à cause de l'esprit conceptuel. Mais si vous les maintenez, c'est par vos attachements et vos répulsions. Mais donc, la réponse s'élabore dans la saisie. Quand c'est plaisant, ces souvenirs, ces pensées, etc. sont plaisantes, vous les saisissez. Et quand ça peut être les saisir par l'aversion. Quelles que soient les pensées qui surviennent, vertueuses ou non vertueuses, laissez-les être et elles s'en iront d'elles-mêmes. Elles vont s'auto-libérer. Ce sont les apparences objectives, ne soyez pas distraits par elles. Et donc, n'essayez pas de les saisir, elles vont se dissoudre d'elles-mêmes. Il y a aussi les apparences subjectives. Là, ce sont les impulsions qui semblent être un filtre qui, basiquement, colore la perception elle-même. Par exemple, une perception de « je me sens fatigué maintenant ». Si je me sens fatigué maintenant, cette conscience elle-même est fatiguée. Ou est-ce que je suis en colère? Je suis en colère. Et donc ce n'est pas... il ne semble pas que la colère apparaisse là, mais que moi, ma conscience soit la colère. Dès que je dis « je suis »,
On parle de quelque chose de subjectif, une apparence subjective, parce que c'est une apparence du jeu. Et donc ça, ce sont les plus difficiles à observer. Les apparences objectives sont plus faciles parce qu'elles apparaissent comme ça, comme si elles étaient autres, là. Mais la personne qui observe cela, votre conscience qui perçoit cela, à quoi cela ressemble? Cette conscience, elle est au-delà de la caméra. Elle est au dehors du champ visuel. Les apparences objectives sont dans le champ visuel, dans le champ de la caméra. Mais l'aspect subjectif, c'est derrière le champ visuel. Et donc, toutes ces apparences subjectives qui surviennent pour maintenir la tranquillité de votre conscience, c'est de ne soyez pas identifié avec cela. Ça veut dire, ne pensez pas, c'est moi. C'est juste, en disant, c'est juste ce que je suis. C'est juste ce que mon esprit est. Mais voyez ces apparences subjectives pour ce qu'elles sont. Elles sont juste des apparences mentales aussi. Encore, ce que vous faites, c'est observer ces apparences subjectives qui surviennent toujours comme étant des moments de la conscience mentale. Au sein de l'esprit configuré, vous les observez de l'extérieur de l'esprit configuré. Et cela aussi, cela devient juste une perception, le troupeau de yak que vous percevez à distance, de manière non conceptuelle. C'est la façon de maintenir la tranquillité de votre conscience. Il y avait une question hier sur la façon de maintenir la conscience de la conscience. Et donc, basiquement, comment est-ce qu'on maintient la tranquillité de la conscience? Et donc, il y a deux points principaux. Ne soyez pas distraits par les apparences objectives et ne vous identifiez pas avec les apparences subjectives. Avec ça, avec cette vue, vous allez commencer à expérimenter et vraiment comprendre ce que vous avez entendu encore et encore dans la pratique du Dzogchen. Les apparences ne sont pas le problème. Quoi qu'il survienne n'est pas un problème. Le problème, c'est notre relation à ces apparences. Et la relation que nous voulons éviter, c'est la saisie, c'est la crispation, c'est notre réponse habituelle. Dès qu'il y a des apparences, qu'elles soient plaisantes, par exemple, on va les saisir, on va s'y agripper pour les avoir avec nous. Et si c'est déplaisant, on va les saisir pour les pousser au loin. Mais donc, c'est notre façon de les entretenir, en fait. Il y a eu la pratique de la non-méditation quand on demeure dans la conscience primordiale. C'est un facsimilé de la saveur unique, de reconnaître toutes les apparences. Elles sont pures de manière égale, donc il n'y a aucune raison de préférer un type d'apparence plutôt qu'un autre. C'est ce que j'appelle l'impartialité radicale. Vous ne préférez pas les apparences heureuses et les apparences malheureuses. Vous les laissez être, tout simplement. Et donc c'est capturé en tibétain dans l'aphorisme qui dit laissez votre conscience être un hôte gracieux qui accueille des hôtes indisciplinés. Et donc ça a été magnifiquement résumé par Rumi en bas de la page 11. Donc la maison d'hôte, cet être humain est une maison d'hôte tous les matins, nouvel arrivant. Une joie, une dépression, une méchanceté, une certaine prise de conscience momentanée vient.
en tant que visiteurs inattendus. Accueillez-les et divertissez-les tous. Mais même si c'est une foule de chagrins qui balaie violemment votre maison, vide de ses meubles, traitez toujours chaque invité honorablement. Il vous fait peut-être sortir de chez vous pour un nouveau plaisir. La pensée sombre, la honte, la malveillance, rencontrez-les à la porte en riant et invitez-les à entrer. Soyez reconnaissants envers tout arrivant parce que chacun d'eux a été envoyé comme un guide de l'au-delà. Donc toutes ces apparences qui viennent à la porte, qui viennent frapper à la porte, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter de les inviter, parce qu'elles quitteront de toute façon d'elles-mêmes. Vous n'avez pas besoin de les jeter à coups de pied dehors, ce serait trop impoli. Parce que si vous ne les saisissez pas, toutes ces pensées, tous ces arrivants, etc., si vous les traitez de manière impartiale, elles vont quitter l'espace de l'esprit. C'est quelque chose pour vous à observer. Parce que si vous restez tranquillement dans la conscience immobile, en observant les apparences qui surviennent en dehors de l'esprit, vous allez voir le cycle de vie d'une apparence mentale. La plupart du temps, on est simplement conscient des apparences mentales quand elles sont déjà présentes, parce qu'elles piègent l'esprit. Et quand elles nous ont kidnappés, et donc elles nous emmènent errer. Non, parce qu'elles nous emmènent vagabonder, on ne les voit jamais se dissoudre non plus. On ne les voit que lorsqu'elles sont présentes. Et on est complètement fusionné avec eux, avec elles. C'est notre seule expérience des apparences mentales quand elles surviennent dans notre esprit. Mais si on est capable de maintenir la stabilité, la tranquillité de la conscience qui observe les apparences surgir dans l'esprit, on voit leur cycle de vie. On les voit quand elles surviennent, en un instant, dès l'instant même où elles surviennent, on en est conscient. Et on est complètement présent avec elles pour le temps où elles sont là. Et pour vous, c'est ce qui vous permet de découvrir, au travers de votre recherche scientifique, votre expérience empirique d'observer votre esprit. Combien dure une pensée? Combien de temps? On a la peur que si cette pensée qui me rend effrayé, un souvenir malheureux, peut-être un traumatisme, si je le laisse entrer, il va durer pour toujours. Je ne serai pas capable de le gérer. Mais est-ce que c'est vrai? Vous pouvez expérimenter par vous-même en observant combien de temps ces pensées, même les plus déplaisantes ou même les plus plaisantes, durent. Si vous ne leur donnez pas un support de vie artificiel. C'est très bref, je dirais. Vous pouvez vous-même vous figurer ce que cela veut dire, combien de temps. Et puis vous les observez se dissoudre. Et où se dissolvent-elles? Dans l'espace de l'esprit dans lequel elles sont nées. Et nous faisons cela simplement en permettant aux pensées de survenir sans chercher à les supprimer, sans chercher à les restreindre. C'est extrêmement bien exprimé dans une citation du Tantra de l'étendue claire et flamboyante des Dakini, qui est aussi trouvée et citée dans le chemin spacieux vers la libération. Toute apparition fortuite de l'idéation, donc basiquement, toutes ces pensées conceptuelles, etc., qui surviennent sont sur la cause de conditions. Toute apparition fortuite, c'est la manifestation de la conscience. Il n'y a pas besoin de les bloquer.
Il n'est donc pas nécessaire de les bloquer tandis que la conceptualisation surgit. La non-conception grandit. Tandis que la souffrance surgit, la félicité augmente. Plus les afflictions mentales sont grandes, plus la sagesse primordiale est puissante. Reposez-vous lorsque les nœuds du serpent se relâchent soudainement. Reposez-vous comme si vous vous débarrassiez d'un cadavre humain. Reposez-vous comme si vous vous débarrassiez d'une odeur nauséabonde. Si c'est retenu, ce sera une cause de sa nouvelle propagation. Si c'est rejeté, ce sera une cause de son retour. Si vous vous y agrippez, ce sera une cause de son rebond. Si vous le maîtrisez, ce sera une cause de son nouveau durcissement. Si vous le brûlez, ce sera la cause de son givrage. Cessez de bloquer et d'affirmer, et reposez-vous dans l'égalité. Et donc il n'y a rien à faire avec ces apparences, si ce n'est ne pas les saisir. Laissez-les être. Il n'y a aucune raison de préférer une apparence plutôt qu'une autre. Donc comme nous sommes capables de faire cela, nous sommes capables de commencer véritablement à développer l'expérience d'un Bouddha qui demeure dans le nirvana sans appui ou non statique. Si vous voulez savoir ce qu'est la perception d'un Bouddha, vous pouvez avoir un aperçu de cela. Ce sera bien sûr très différent quand vous obtiendrez l'éveil, mais vous pouvez commencer à avoir un aperçu de cela. Donc vous prenez l'expérience d'un Bouddha, le fruit de la voie, comme étant la voie elle-même. Et donc le nirvana sans appui, ou non statique, ou sans demeure, où on demeure dans un nirvana de la paix, de la conscience tranquille et spacieuse, alors que tout le samsara, toutes les apparences du samsara surviennent. Et donc nous avons la connaissance du samsara et toutes ses apparences. Mais notre nirvana n'est pas perturbé par cela. Donc nous avons le nirvana non statique d'un Bouddha, ou un facsimilé, une approximation de cela. Ceci est basiquement toute votre pratique, jusqu'à ce que vous obteniez le véritable éveil d'un Bouddha. Et honnêtement, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'adore cette voie, parce qu'elle est si simple et si élégante, si cohérente. Tout ce que vous développez comme pratique maintenant vous mène à l'objectif ultime. Et c'est déjà une expression de ce que vous aurez à expérimenter quand vous obtiendrez ce but. On va prendre une pause et on revient à 10h32 et on fera cette pratique de ce nirvana non statique et la simultanéité de la tranquillité et du mouvement.
Commencez par établir le corps dans sa posture naturelle, dans son état naturel. Libérez dans l'expire la tension, les crispations, tout ce qui obscurcit tout ce qui empêche la relaxation profonde. Et libérez aussi dans l'expire toutes les conceptualisations de ma tension, ma crispation, mon corps. Continuez à vous détendre de plus en plus profondément avec chacun des expires, tout en maintenant la clarté avec laquelle vous commencez la méditation. Découvrez la nature, l'état naturel de la parole, abandonnant tout contrôle sur le souffle et un silence complètement reposé, extrêmement satisfait. Sur la base de cette détente profonde et ce silence, installez l'esprit dans son état naturel. C'est la nature lumineuse et cognitive de l'esprit qui est capable de connaître les apparences sans devenir ces apparences.
Reconnaissez cette conscience comme étant la tranquillité et expérimentez son étendue spacieuse. Alors que vous demeurez, vous vous reposez dans cette conscience tranquille, il y aura naturellement des apparences qui surviendront. Maintenant pour cette pratique, les apparences envers lesquelles on va développer un intérêt spécial sont les apparences mentales, plutôt que les apparences sensorielles. L'attention objective de cette pratique, ça va être la tranquillité de l'espace de l'esprit et les apparences qui surviennent dedans. Et donc s'il n'y a pas d'apparence, vous avez encore quelque chose pour lequel vous êtes attentif. C'est la conscience tranquille elle-même. Non, quelles que soient les pensées vertueuses ou non vertueuses qui surviennent, observez-les à partir de cette tranquillité non conceptuelle, sans vous y engager, sans vous fusionner avec elle, sans que votre conscience immobile soit mise en mouvement. Tout d'abord, reconnaissez-les comme étant des mouvements. Et remarquez la différence entre ce mouvement et la tranquillité de la conscience. Si vous êtes capable de maintenir la tranquillité de votre conscience, qui est témoin de ces apparences, sans les saisir, vous serez capable d'observer leur cycle de vie entier de ces apparences. Vous allez les voir dès l'instant où elles surviennent. Et sans les saisir, vous serez présent à ces apparences quand elles vont être là. Et sans faire quoi que ce soit par rapport à cela. Elles vont se libérer
et se dissoudre à nouveau dans l'espace de l'esprit dans lequel elles sont nées. Tout d'abord, reconnaissez la différence entre l'immobilité et le mouvement. La tranquillité ou l'immobilité de votre conscience et le mouvement des apparences mentales. Une fois que vous êtes familier avec cette différence entre la tranquillité de la conscience et le mouvement des apparences, cultivez une expérience simultanée de l'immobilité et du mouvement. En maintenant la conscience de cette nature, cette étendue de la conscience. Et voyez ces apparences mouvantes comme survenant au sein de cet espace. Tout dans une même perspective. La clé pour le fait de maintenir cette conscience tranquille, c'est l'impartialité radicale.
ne préférez pas une apparence ou une autre. Ce sont toutes des apparences mentales. Si votre conscience tranquille a été mise en mouvement et est partie vagabonder avec l'une de ses apparences, dès que vous le reconnaissez, que vous êtes parti vagabonder, vous décrispez votre saisie par rapport à l'objet de distraction. Vous vous réjouissez, « Ah, je suis lucide à nouveau ». Et ressentez la différence entre ce moment de lucidité et le rêve non lucide dans lequel vous étiez en train d'errer. Et revenez à cette conscience tranquille et spacieuse qui reconnaît la différence entre l'immobilité et le mouvement.